Alors fort et près du micro. Oui. Il y a un petit Larsen. Est-ce que vous m'entendez? Oui ou non? Ça marche? Est-ce que vous m'entendez là? Plus près, plus près? Voilà, plus près. Il ne faut Plus pas près. manger le micro, mais presque. D'accord. D'accord. J'essaie de manger Peut-être- le micro. Et peut-être que le technicien peut augmenter le son. Peut-être le monter tout, peut-être le mettre un peu plus haut. Oui, c'était la question de la salle. Un tantinet plus haut. Sauf qu'il a du mal. Il est Voilà. un peu difficile. Waouh. Mais bien près quand même. Donc Bien. les techniciens, soyez pas trop loin. Je Sinon, vais- de temps en temps, on va pousser sur le dos de Patricia. Fonctionne, il manque peut-être de volume. Voilà. D'accord. J'ai mis quelques notes, donc je ne vais pas toujours vous regarder. Voilà, je voulais dire que je voulais travailler d'abord sur la naissance de la formation, parce que la formation à Jalmaf a démarré très tôt et c'est un acte fondateur. Un acte fondateur qui nous a accompagnés pendant presque 40 ans, jusqu'à maintenant. L'association Jalmaf, née en 1983, s'est fondée sur 2 actions. Agir pour faire évoluer le regard de notre société sur la maladie grave, le grand âge, la fin de vie et le deuil. Et puis, accompagner les personnes gravement malades ou en fin de vie, leurs proches et ceux qui les soignent. Nous appelons ça, nous appelions et nous l'appelons toujours les 2 pieds de Jalmaf, qu'Olivier a cité ce matin. Nous étions un tout petit groupe, une quinzaine de personnes, autour du professeur René Scherer, cancérologue, Janine Pillot, psychologue, et Christiane Jaumin, infirmière enseignante. Soignants, familles, acteurs sociaux, rejoints petit à petit par de plus en plus de personnes désireuses de changer la situation, d'améliorer la qualité de vie des mourants. Nous voulions réfléchir ensemble sur les possibilités de mieux entourer les malades et les personnes en fin de vie. C'était à cette époque une recherche utopique. La médecine était tournée vers la guérison à tout prix. Guérir devenait de plus en plus un verbe actif. Faire guérir. On ne le considérait plus comme quelque chose d'intérieur, comme quelque chose qui était une prouesse du patient malade. L'hôpital, lieu d'accueil, hospitalité, était devenu lieu de guérison. Super, mais on commençait à oublier l'accueil. Les mourants en milieu hospitalier n'intéressaient plus personne. Ils dérangeaient. Il n'y avait rien à faire. Et quand il n'y a rien à faire, tout reste à faire. C'était ce que nous apprenait René Scherer. Et c'est ce qui a, pour moi, créé la suite de Jalmaf, c'est-à-dire on est encore avec tout reste à faire. Nous voulions faire entendre notre souci. Plus fort, plus fort. Bien. Allez, plus fort. Nous voulions faire... Ah oui, il faudrait parler plus fort. Parler plus fort. Oui, plus fort. Bah, Nous- là, elle est je sur suis le tout micro. près. Quand il n'y a rien à faire, tout reste à faire. On parle là-dessus?
Nous voulions faire entendre notre souci afin d'être libres, de mieux pouvoir agir. Nous avons décidé de créer notre association en dehors de l'hôpital. Elle s'appellerait Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Après plusieurs réunions, nous commencions à être nombreux. Soignants, familles, enseignants et toutes sortes d'acteurs sociaux. Alors, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Bon, il faut trouver. Nous avons beaucoup appris auprès de Janine Pillot, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais nous pensons à elle, qui a très tôt commencé à nous donner à tous une formation sur l'écoute. Ces conférences sur l'écoute des malades à l'approche de la mort nous ont donné une approche de l'accompagnement. Nous avons travaillé sur les besoins de la personne, d'abord les nôtres. Cela nous a permis de réfléchir sur les besoins de la personne, d'abord les nôtres. Cela nous a permis de réfléchir aux besoins particuliers de ceux qui sont en fin de vie. Apprendre pour transmettre, cela se passe quand même en dedans. Apprendre pour se connaître, s'accepter, s'avancer, devenir. Notre grand souci était notre désir d'arriver à changer les choses, d'apporter une écoute aux malades en fin de vie. Cela supposait de pouvoir intervenir auprès des malades. Donc, la mise en place d'un bénévolat accueilli par les hôpitaux. Mais la formation et le statut professionnel des soignants étaient choses assez récentes et le milieu hospitalier n'appréciait pas du tout la présence de bénévoles charitables. Même les familles avaient droit à peu de temps pour rester auprès de leurs malades. Il nous fallut créer une autre sorte de bénévole, un bénévole formé. Nous avons donc mis en place une formation codifiée pour les personnes qui désiraient devenir bénévoles. Non pas un comment faire, mais un comment être. Être avec, apporter une présence, c'est permettre à l'autre de ne pas se sentir abandonné, de se sentir accompagné. Être avec l'autre demande à être d'abord avec soi-même. C'est pourquoi le tout premier stage de GELMAF a été sur l'écoute de soi. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait du bien, du mal? Qu'est-ce que je cherche? Où est-ce que je trouve la paix? Ces qualités aussi et leurs inconvénients. Pas facile de se raconter en groupe. Encore plus difficile de se parler à soi. Les stages d'écoute nous aideront pour les deux. Désolée. Donc, je vais vous parler un petit peu de la mise en place des premiers stages d'écoute. Elles étaient co-animées par un psychologue formateur plus un membre de l'association. 10 à 14 stagiaires, 3 week-ends sur 3 mois. L'écoute de soi, l'écoute de l'autre et l'écoute de l'autre en difficulté. Nous partons sur une écoute collective de nous-mêmes, un tour de table, nous entendons ce que nous venons de dire, nous découvrons le bonheur d'être écoutés.
quelquefois aussi la déception de ne pas avoir été compris. Ensuite, un long moment pour réfléchir ensemble sur les attentes, les émotions, les défenses, etc. Et un grand repos pour que chacun puisse en parler avec qui il veut. Les différents enseignants utiliseront la méthode personnelle, petits groupes, 2 ou 3, exercices ensemble, enseignements magistraux, toucher et mouvement pour la détente du corps. Ce qui est essentiel, c'est que chacun puisse s'exprimer, se défendre, se reconnaître. Le deuxième stage repart avec un tour de table, cette fois surtout sur l'écoute de l'autre, aussi bien avec l'oreille que la voix, le regard et le toucher. Apprendre ce qui peut faire mal, ce qui peut se passer dans l'échange. Ce travail nous aura préparés à sentir combien l'accompagnement d'une personne malade est délicat. Pourquoi on n'est pas acteur, simplement proche, prêt à devenir appui si l'autre nous le demande. Nous apprenions à grandir, à mieux nous connaître, à écouter, à partager, à laisser de la place à l'autre. Bizarrement, on avait moins besoin d'aider ou de faire du bien, capable de percevoir les besoins, mais aussi les réticences de l'autre. Heureux d'être tout simplement présent. À travers le temps, près d'une génération maintenant, le vocabulaire et les façons de faire ont changé. Mais le fait d'avoir pu mieux nous connaître et mieux ressentir nos différences reste avec nous dans les différents domaines de la vie, et je dirais même de notre vie. Nos premiers bénévoles Jalmaf ont pu se joindre à l'équipe grenobloise en oncologie en 1986. Et le bénévolat en soins palliatifs auprès des malades, leurs proches et leurs soignants est maintenant largement reconnu. Pas toujours facilement reconnu, mais reconnu. Chaque année, de nouvelles équipes, de nouveaux bénévoles, toujours des formations et un soutien régulier. Prenons-en bien soin dans les hôpitaux, dans les EHPAD, à domicile et dans nos associations. Vous êtes tous précieux. Merci. Alors d'habitude, il marchait tout seul tout à l'heure. Bon, là, il ne fonctionne plus tout seul. Comme quoi, la technique, c'est tout un art et c'est vrai que de temps en temps, il faut penser aussi à applaudir les techniciens parce qu'ils se démènent. Dans ce que nous a dit Patricia, je pense que vous avez eu des résonances avec ce qui s'est dit hier, ce qui s'est dit ce matin déjà, et c'est très très intéressant de pouvoir faire le lien. L'idée, c'est pas de tout virer d'un côté parce que c'était un peu vieux. D'ailleurs, c'est toujours un peu de mal avec le terme représentant des usagers parce que c'est un des mots où il faut vraiment être bon en orthographe, quoi. Sinon, ça devient compliqué un peu pour les personnes. Et puis donc, mais là, il y a aussi le cœur, quoi, du début de l'histoire. Et ça, c'est important. Et puis, ce qui compte surtout, c'est que depuis le cœur de l'histoire, depuis le départ, eh bien, Patricia, elle est là. Elle est là.
Voilà. Et elle continue d'apprendre. Elle est là et elle continue d'apprendre. Elle continue d'apprendre. Voilà. Donc, vous aurez certainement des choses à lui dire tout à l'heure, des réflexions, des interventions, des pensées, peut-être des questions, on verra. Nous allons laisser la parole à Éric Kédidjan, donc, pour qui la question de la revue, c'est aussi tout un art. On est d'accord ? C'est un petit oui, ça, hein, on est d'accord ? Alors, vous êtes là ou vous n'êtes pas là ? Je ne suis pas animatrice de show, hein, mais quand même, quoi. Je vous remercie. Alors, les micros, normalement, les micros là-bas. Ça marche ? Ça marche. Ça marche comme ça. Voilà. Alors, cette présentation a été largement préparée par Yvette Chazelle, qui fait partie du comité de rédaction, qui est un peu la mémoire, non pas parce qu'elle est plus ancienne dans le comité de rédaction, mais elle a des qualités intellectuelles qui font qu'elle a de la mémoire de tout ce qui s'est joué, tous les choix qui ont été faits, tous les articles qui ont été faits depuis 10 ans. Ça fait 10 ans cette année que qu'on m'a confié la mission de rédacteur en chef de la revue, à la suite de René Scherrer. Donc la revue aujourd'hui, donc forcément, quand on fait un regard rétrospectif, on mesure aussi que les choses bougent avec le temps. Probablement que le projet éditorial a aussi évolué avec le temps, et aujourd'hui la revue n'est plus le bulletin Jalmave du début. René Scherrer me reprendra si je dis des bêtises. Quand on revoit le lectorat de la revue, c'est beaucoup plus que les bénévoles d'accompagnement. Très majoritairement, les lecteurs ne sont pas des bénévoles d'accompagnement. Et tout à l'heure, j'ai appris cette terminologie de bénévoles dans la cité, de cité, comme on dit. J'ai l'impression qu'on se retrouve là-dedans, on est dans la cité. La revue est vraiment au service du mouvement, de l'accompagnement et des soins palliatifs. Et la fin de vie n'est qu'un aspect, en fait, de notre préoccupation. Notre préoccupation dans le comité de rédaction, ce sont les grandes vulnérabilités, y compris le handicap, y compris la précarité, voilà, toutes sortes de situations qui sont des questions d'humanité profonde. Et voilà. C'est pas à moi de vous dire que la revue peut vous être utile à vous former pour mieux accompagner. J'espère que dans les discussions, on verra quels outils utiliser pour exploiter la revue dans les associations. Parce que la revue, ce n'est pas qu'un exercice solitaire de lecture, probablement pas. Et notre souci, c'est d'apporter de l'information, de vous apporter à vous de l'information, puisque c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui, pour éclairer les réflexions, avec l'aide des sciences humaines et sociales. La revue Jalmave, aujourd'hui, c'est une revue de sciences humaines et sociales. Alors voilà, on y a été conduit plus par les événements que par choix, stratégique en tout cas. Il se trouve que les auteurs, que les contributeurs qu'on arrive à mobiliser sont fréquemment des personnes qui sont engagées avec leurs réflexions et leurs travaux dans les sciences humaines et sociales. On peut repartir, et Yvette nous propose comme ça, de repartir du numéro 112, qui... Merci. Merci. Donc, numéro 122, septembre 2015. 2015, c'était les 30 ans de la revue. Et donc, on a fait un numéro centré sur l'histoire. Et l'éditorial, si vous voulez le retrouver, fera l'historique de la revue Jalmave. Donc, cette revue reprend, prolonge, élargit les réflexions, les débats sur les missions de l'accompagnement, mais aussi sur les actions pour faire évoluer les mentalités.
depuis 2012, elle s'inscrit dans l'exploration. On essaye d'être attentif à ce qui se joue autour de nous. Et dans le comité de rédaction, il y a certes quelques bénévoles d'accompagnement, il y a aussi des soignants qui sont attentifs dans leur pratique à quelles questions surgissent, quel public est un peu mérite qu'on approfondisse la question de leur accompagnement. On essaye de rester dans ce pas de côté qui consiste à ne pas se laisser embarquer par les actualités médiatiques. Ça nous paraît un piège. En dernière ligne, et je vais le dire maintenant, notre état d'esprit dans le comité de rédaction, c'est l'engagement. L'engagement est fort. Un engagement intellectuel, sociétal. On se garde du militantisme, mais comme vous, je pense. Alors, cette exploration est en lien avec l'engagement bénévole, bien entendu, et cette exploration est en lien avec les enjeux d'accompagner les grandes vulnérabilités. Le numéro 109, par exemple, a cherché à explorer la place importante de la sensorialité et de l'affectivité, à la fois chez ces personnes souffrantes et à la fois chez nous, qui cherchons à accompagner au mieux. Nous ne sommes pas exempts d'être en interaction avec notre propre sensorialité, nos propres affectivités, qui s'enchevêtrent. Avec le numéro 111, on est allé aux frontières de la vie, ces lieux où, peut-être qui sont très actuels encore aujourd'hui, on se reconnaît dans le désarroi, dans l'incertitude, dans le manque de repères, et particulièrement face à des situations humaines complexes, des situations humaines extrêmes. Je vais faire une petite parenthèse, je vais prendre le risque. C'est là où, à mon avis, toute disposition légale, législative, a sa limite aussi. On ne peut pas tout cadrer. Il faut vraiment pas oublier, nous en tant que citoyens, en tant qu'accompagnants, en tant que professionnels de santé, au sens large, que notre réflexion est convoquée tout le temps, que notre créativité est convoquée tout le temps. Et donc c'est aussi le challenge que c'est de relever la revue, de nous apporter de l'intelligence, une intelligence collective, pour avoir des outils, des clés de compréhension qui nous permettent de faire face à des situations extrêmes, plutôt que d'être dans le désarroi, ou bien, encore mieux, d'accepter le désarroi, pas pour une faiblesse seulement, pas pour une pauvreté seulement, mais comme un lieu où on va puiser de l'inventivité et de la créativité en termes de propositions. Avec la parole portée par la vie, numéro 113, avec la peur des mots, le désir de mort, numéro 115, avec fin de vie, émotion et raison, on explore encore tous ces enjeux. Voilà, je passe. On a eu à cœur aussi d'aller explorer les lieux d'accompagnement inhabituels pour les associations d'accompagnement, en tout cas au moment où on a écrit ça, avec les grandes précarités, les gens de la rue, par exemple, avec l'accompagnement de l'enfant. Bon, ce n'est pas totalement inhabituel, mais en tout cas, ça mérite de temps en temps une attention particulière, avec l'accompagnement des malades d'Alzheimer, avec les personnes en situation de handicap et leur réalité de vie dans les institutions dans lesquelles elles sont parfois, mais aussi dans les familles, avec les personnes de cultures différentes qui sont éloignées de leur terre natale, qui ont des représentations de la maladie ou de la mort qui sont souvent étonnantes et très différentes des nôtres, occidentaux, et qui méritent une formation, une vraie formation, pour ne pas faire d'impair et de croire comprendre quelqu'un qui ne parle pas, j'allais dire la même langue, non, ce n'est pas le sujet, mais qui ne parle pas avec les mêmes représentations de la maladie que ce que l'on imagine, nous, comme une chose étant forcément universelle. Ce n'est pas universel. Un numéro sur les personnes atteintes de maladies neurologiques, voilà, par exemple les tumeurs cérébrales, une chose comme ça, le coma. Les personnes confrontées à des morts violentes, notamment attentats par exemple, les personnes
bien entendu l'entourage, les personnes qui sont passées par une expérience d'hospitalisation en réanimation. C'est un vrai sujet qui est très spécifique. L'accompagnement à domicile, bien entendu, j'en ai un peu parlé, je crois. L'accompagnement des personnes âgées. Alors là, il y a eu un congrès notamment à Vichy en 2014. Laurence Mitaine avait pris la parole et nous a proposé un article, de même Elisabeth Delacio qui présente ici. Voilà. La question la rupture des liens et de l'isolement, à la fois dans les expériences de couple. Il ne s'agit pas de rupture de lien au sens du décès de l'un des membres du couple, il s'agit de l'isolement à la fois du conjoint non malade, mais aussi de la personne malade qui, tout simplement, à cause de son épreuve, a du mal à connecter avec son proche sur différents aspects. Et puis ce sujet qu'on a vraiment à cœur, je crois, puisqu'il revient tout le temps, et que j'évoquais tout à l'heure, la prise de conscience de nos propres vulnérabilités à nous, de nos propres impuissances, de nos propres limites. On n'est pas beaucoup plus fort que celui qu'on accompagne ou celle qu'on accompagne. On n'a pas grand-chose à lui apprendre. Voilà. Pour être plus positif, plus récemment, donc au mois de mars de cette année, on a abordé la question de la joie en soins palliatifs. Y a-t-il du plaisir à prendre soin? Y a-t-il du plaisir à accompagner? Eh bien oui, probablement même que sans plaisir à prendre soin et sans plaisir à accompagner, eh bien, ces missions-là s'arrêtent toutes seules. Je vais citer un petit peu Julien Henry, qui est philosophe, et qui dit qu'il s'agit d'un plaisir partagé, en lien avec une action suite à laquelle chacun se trouve mieux, même l'accompagnateur, plus confortable, mais aussi plus vivant. Et ce, même s'il est en fin de vie. Oui, je peux refaire référence à Tanguy Châtel qu'on a entendu hier, et moi toujours avec autant de plaisir. Le souci des autres, le numéro 110, qui était le prolongement du congrès de Marseille, 2012. Il y a toujours matière, et c'est ce que j'ai dit à Tanguy Châtel hier et ce matin, il y a toujours matière à revisiter la relation d'accompagnement, à l'actualiser, parce que les choses bougent tout le temps. Donc Tanguy Châtel écrivait que l'art d'accompagner recèle une profondeur d'histoire, déborde nettement le seul champ de la fin de vie. La culture palliative vient inaugurer un autre souffle à travers un double dépassement, le dépassement d'un matérialisme, et je crains qu'on y revienne malheureusement à grands pas, un matérialisme brut par un surcroît de sens, et aussi le dépassement d'un individualisme, et là aussi on y retourne à grands pas, un individualisme utilitariste qui est une catastrophe de mon point de vue, par un surcroît de liens. Toujours en lien avec l'enjeu d'être bien dans son choix de faire de l'accompagnement bénévole, et je crois que c'était sur la suggestion de Pierre Reboul qui a beaucoup ça à cœur, prendre soin des accompagnants bénévoles. Voilà, dans ce numéro 135, Pierre Reboul avait développé cette démarche globale du prendre soin du bénévole, notamment dans le cadre associatif. Olivier de Marcherie explorait la dimension collective au sein de la fédération et aussi nous avait rapporté une synthèse de cette journée commune avec les 3 fédérations principales d'accompagnement qui avait lieu en 2018 sur l'engagement citoyen dans l'accompagnement des malades. La pandémie, tout à l'heure je vous ai dit, on essaie de ne pas être trop collé à l'actualité, ça a été impossible. Avec la pandémie et surtout le confinement, ça a été impossible de l'éviter. Et donc un certain nombre de numéros, forcément, ont été influencés par ce qu'on a vécu collectivement, et certains de façon beaucoup plus dramatique. L'accompagnement a été mis à l'épreuve, ça a été rappelé ce matin. Et donc la revue a
choisi d'approfondir des thèmes autour des rituels, autour du temps, de la chronologie, du temps favorable, du temps défavorable, de la solitude, de l'exposition à la mort. C'est ainsi qu'avec le numéro 140, au mois de mars 2020, on a travaillé la question de que faire de nos morts pour que la vie continue, qui questionne la place des rituels qui ont manqué bien souvent, notamment au cours de l'année 2020. Rituels autour des funérailles, par exemple. Le numéro 144, l'année suivante, exposé à la mort par vague. Oui, on a subi un tsunami. Je ne suis pas sûr que ça ne laisse pas des traces pendant longtemps. Une accumulation de décès, des stress intenses, des angoisses de mort, y compris par des gens qui n'auraient pas été touchés par le virus. Hein. On parle des jeunes aujourd'hui, qui vont mal pour certains d'entre eux, à cause de ce qu'on a vécu collectivement pendant peut-être 2 ans. Voilà. Je vais peut-être arrêter mon catalogue pour arriver à la dernière diapositive. Toujours par rapport à notre sentiment ou notre conviction de vulnérabilité et de pauvreté. Prendre soin à l'écoute de nos fragilités en juin 2021. Et dans ce numéro, de nombreux bénévoles témoignent de cette vulnérabilité consubstantielle à notre humanité. Il s'agit de la nôtre. Bien sûr, la crise sanitaire l'a mise en exergue. Et Catherine Marin, qui est psychologue et qui fait partie du comité de rédaction, écrivait dans son éditorial « N'est-ce pas cette humilité qui nous aide à prévenir les risques graves de l'épuisement professionnel face à l'inéluctable de la mort ?» Il en va aussi certainement de l'épuisement des bénévoles que vous êtes et que nous sommes. Nous préparons actuellement le numéro à paraître en septembre, qui est un travail autour du deuil avec un regard un peu spécial, peut-être nouveau, qui est de peut-être considérer le deuil comme l'inclinaison à la vie d'un être en perpétuelle transformation. Transformation, j'ai dit quoi? Heureusement que... Vous êtes très attentif et malgré le temps qui va s'arrêter très vite là. Ça y est. Continue. Ça y est, je vais terminer avant le temps. Voilà, donc pour finir et pour conclure, j'ai envie de redire ça. Cette revue est au service de beaucoup plus que la Fédération Jalmave. Elle est lue. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement les abonnements qui sont le lectorat. Hein. Les abonnements, c'est à peu près 1 millier, mais c'est surtout l'approche numérique, c'est-à-dire le téléchargement d'articles et la consultation d'articles sur le site Cairn-Info. C'est plusieurs dizaines de milliers. Voilà. Bon, et puis je répondrai aux questions, ou bien d'autres que moi dans la salle qui font partie du comité répondront à vos questions. Merci beaucoup. Celui-là fonctionnait, il fonctionne toujours? Alors c'est super. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, comment dire, je ne sais pas vous, mais ça aiguise un peu notre appétit quand même, non? D'aller revoir des revues, alors appétit intellectuel, pardon, hein, ou voilà, d'aller revoir, enfin retrouver des articles, aussi de voir le prochain, parce que c'est important de pouvoir proposer. Donc il y a quand même beaucoup de choses et on voit surtout l'importance de la revue hors, j'allais dire, de nos murs Jalmave, si on peut dire ça comme ça. Une question là-bas. Là-bas aussi. En tout cas, merci pour le respect du temps, il faut aussi le dire. Alors, fort. Alors, Jalmave-Rouen. Autrefois, à Jalmave-Rouen, tous les bénévoles étaient abonnés à la revue
Et on s'est rendu compte assez rapidement que, en fait, il y en a peu qui lisaient. Donc, ils recevaient la revue, mais ils ne la lisaient pas. Je suis présidente depuis 2 ans et moi, je m'intéresse beaucoup à cette revue que je lis presque de façon exhaustive, mais pas complètement, parce que ça prend du temps, tellement c'est dense et intéressant. À chaque fois que nous avons une réunion conviviale ou une réunion de formation, je viens avec un sac et une vingtaine de revues anciennes, des numéros anciens. Et j'ai fait un petit tableau et je prends les noms des personnes qui empruntent la revue et qui la rapportent après. Donc c'est intéressant parce que du coup, des vieux numéros circulent. Ouais. Et je me demandais si, pour faciliter ce travail, on ne pourrait pas avoir votre PowerPoint avec votre catalogue, si vous voulez, de manière à faire un fichier Excel avec un récapitulatif, un résumé de la revue, le numéro, et puis l'envoyer aux bénévoles qui s'inscriraient pour dire bon, ben, tel numéro m'intéresse, et à ce moment-là, on le partage. Voilà, c'était une question. Oui, allez-y, répondez. La question est pour vous. Ce fichier, je l'enverrai. Vous me direz à qui. Il est prêt. Hein. C'est pas le PowerPoint, c'est autre chose. C'est un fichier qui reprend tous les numéros depuis le numéro 109. Je vais m'autoriser à faire ici une annonce. Je ne sais pas à quel point vous en étiez informé. Vous pouvez acheter à bas prix la collection entière, en tout cas à partir du numéro 109, parce qu'avant, ce n'était pas l'éditeur actuel qui publiait la revue. On peut faire des lots, alors ce n'est pas pour acheter 10 revues, hein, c'est pour acheter une 80 ou 100 revues à 3 € le numéro. Voilà. Donc si vous voulez alimenter vos associations, vous me faites signe, on voit ça avec l'éditeur. Voilà. Merci. Il y avait une question là-bas, oui, à droite. Allez-y. Oui, Christian Cotta-Bernard, administrateur à la Fédération en charge du site Internet. Alors, je voudrais aborder plusieurs choses par rapport à la revue. D'abord, tous les titres des numéros depuis relativement longtemps figurent en fait dans la rubrique « Acheter la revue » qui est en bas de la page d'accueil. Ça, c'est le premier point. Vous allez en trouver un sacré paquet. Il suffit après de cliquer sur le lien pour ouvrir une nouvelle page et qui vous donnera en fait sur le thème que vous cherchez le sommaire. Donc c'est quelque chose d'important. Allez et retournez et allez voir encore le site internet de la Fédération. Vous allez y trouver, c'est une mine de renseignements. Deuxième chose, et je voulais insister là-dessus également, avec M. Kidedjian, nous essayons en fait de publier les thèmes qui sont en cours de travail à la revue avec une échéance d'environ 6 mois. La thématique en fait générale est abordée et elle signale qu'elle recherche des témoignages. Alors n'hésitez pas à écrire vos témoignages, ils sont publiés, ils sont pris en compte. N'hésitez pas à regarder cette page, témoigner dans la revue, c'est marqué comme ça en bas de la page d'accueil, de lire les thématiques et puis d'envoyer vos numéros. Il existe un renvoi également sur les consignes de rédaction. Voilà, tout y est dans sur le site. D'accord. Est-ce qu'il y avait aussi des réflexions ou des choses par rapport à l'intervention de Patricia? Oui, merci. On y va? Oui, je profite de la présence du professeur Scherer et de Madame Patricia Florier pour leur adresser toute notre admiration et notre reconnaissance pour la création de ce mouvement. D'autre part, dans votre intervention, Madame, vous insistiez sur et rappeliez l'importance de la formation à l'écoute. Quelle que soit l'évolution moderne, ce que l'on souhaiterait d'amélioration de la formation, des modifications, je pense que cette partie de la formation est absolument essentielle et c'est le cœur même de la formation et que nul bénévole ne devrait être lâché dans la nature sans avoir participé à cette formation sur l'écoute. Patricia, d'accord, pas d'accord? Important et que ça reste peut-être un point, un phare avec un PH.
c'est comme Chivretonne, on ne sait jamais. Voilà, que c'est important ce temps d'apprentissage, en quelque sorte, sur l'écoute. Voilà. C'est exactement cela que j'ai essayé de dire. Oui. Donc, ça fait plaisir de penser que cette phrase, ces idées vont pouvoir continuer à travailler à l'intérieur de nous. Mais je peux dire que pour moi, je ne connais que moi dans le fond, tout ce que j'ai appris à Jalmave m'a permis de continuer à être ouverte, ouverte de ce qui se passait autour de moi. D'accord. Monsieur Scherer, je crois que vous avez une question ou une remarque ou une réflexion. Oui, je voudrais rappeler à Patricia Fleurier que dans les premières années, nous avons passé des heures et des heures en conseil d'administration à discuter autour du mot formation. Ah. Des heures et des heures. Parce que Jeannine Pillot, notamment, que vous avez bien fait de citer, Jeannine Pillot pensait qu'il ne fallait pas accréditer l'illusion auprès de nous-mêmes bénévoles de ce temps que nous pouvions être formés, que nous pouvions être, j'allais dire, des professionnels de l'accompagnement. C'est pourquoi, pendant des années, le terme n'était pas formation, mais sensibilisation. Et je pense que cette idée-là, que nous, bénévoles accompagnants, ne sommes pas des personnes compétentes parce que nous sommes formés. Nous sommes des bénévoles sensibilisés à l'accompagnement. Et ces discussions auxquelles je fais allusion, pour le rappeler à Patricia Fleurier, allaient de pair avec de longues discussions sur le salariat, sur le salaire à verser aux formateurs. Qu'est-ce qu'on a passé du temps à ça? Moi, personnellement, je pensais qu'un bénévole, c'est gratuit, que par conséquent, la formation devait être gratuite aussi. Oui. Et puis, malgré les réserves de Jeannine Pillot elle-même a dit « oui, mais il faut que cette sensibilisation soit de qualité ». Et c'est la raison pour laquelle il a fallu faire des budgets dans lesquels on incluait aussi le salaire mérité nécessaire de nos formateurs. Voilà tout ce que je voulais dire. Et merci à Patricia pour tout ce qu'elle nous a dit. Moi, Alors, j'avais envie de dire quelque chose là. attendez, ah oui, pardon, je cherchais dans la salle, mais elle est tout près de moi. Vas-y. J'y vais. D'abord, les premières réunions de formation étaient conduites par un formateur payé et un membre de l'association bénévole. Ce qui fait que nous avions, dans le fond, l'équilibre de ce côté-là. Mais ça ne faisait vraiment pas de différence, ni pour nous, ni pour les personnes en train de se former. Et c'est là où j'avais envie de dire qu'on ne formait pas les gens se formaient. Nous apprenions à apprendre, nous apprenions à regarder, à entendre, à grandir à l'intérieur de nous grâce à ce que nous apprenions. Et pour moi, apprendre est le verbe le plus important. Enseigner, on a fait ce qu'on a pu. Merci. Elisabeth a une question ou une remarque, je ne sais pas. Une remarque, oui, Elisabeth Jalmave, Grenoble. Je veux parler par rapport, pour Éric en particulier, par rapport à la revue. Depuis plusieurs années, existe à Grenoble un groupe de lecture de la revue. Pendant la période Covid, ça se faisait en visio. C'est quelqu'un que je vais citer, une personne de grande qualité aussi, Marie-Annick Dejean de la Bâtie, qui animait ce groupe. Et la réunion a lieu, le temps de lire le numéro de la revue, à peu près un mois après la publication de la revue. C'est une initiative, je pense, qui existe dans d'autres associations. En tout cas, c'est une initiative qu'on trouve très intéressante. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais.
Merci. Il y avait là-bas, peut-être. Non, je l'ai. J'ai le micro là. Il a le micro. Parce que je voulais faire une intervention qui, quelque part, lie ce que nous venons de dire à propos de la formation et de la revue. Dans cette formation à l'écoute que Patricia évoquait, il y avait bien, elle a beaucoup insisté, écoute de l'autre, mais aussi écoute de moi. Et il faut travailler sur les deux niveaux pour commencer à apprendre. Et c'est bien ça qui est le mécanisme qui fait qu'on peut être prêt à un moment donné. Et je trouve que ça répond à ce que Éric Kilijan dit à propos de la revue, dans laquelle il dit c'est une revue plutôt engagée, mais pas militante. C'est une revue qui aide à réfléchir et qui fait réfléchir. C'est une revue dans laquelle on manie plutôt la non-certitude, voire même le désarroi, mais pour pouvoir avoir une réflexion qui progresse. Ce n'est pas le même niveau. Une revue, ce n'est pas la même chose qu'une situation d'apprentissage, mais dans les deux cas, il y a quelque chose qui, je crois, est très important pour ce qui fait la force, en fait, du mouvement Jalmab. Et ça va rejoindre la discussion qui s'est nouée très vite hier entre trop de formation, trop longue, trop rigide, etc. C'est peut-être décourageant, mais en même temps, il faut de la formation parce qu'on ne peut pas partir complètement. Je pense que le cœur des choses, c'est qu'elle soit un véritable apprentissage dans lequel on apprenne à apprendre ce qui se passe dans les accompagnements ou dans les réflexions. Et je confirme complètement, Éric Kilijan disait, la revue participe de ce qui, à Jalmab, est la présence dans la cité, complètement, beaucoup. Et c'est même un vecteur particulièrement fort et important. Voilà, alors merci beaucoup pour ces doubles apports. C'était volontaire que nous avons demandé à Patricia Fleuriet et à Éric Kilijan de quelque part traiter à peu près du même sujet avec des clés d'entrée tout à fait différentes. Merci. En suivant ce que vous dites, j'ai très envie de demander à Éric que nous ayons bientôt une revue qui s'adresse aux jeunes qui ne connaissent peut-être pas tellement Jalmab, mais qui ont envie de réfléchir. Il est d'accord. Moi, je voudrais dire peut-être aussi que, justement, quand Patricia nous dit qu'est-ce que nous voudrions que la revue dise aux jeunes. Mais qui est-ce qui sait ça? Oui. Certainement, vous savez des choses autour de ça. Et peut-être que moi, pour avoir été sollicitée une fois pour la revue, parce qu'on nous demandait des choses un petit peu exceptionnelles qui s'étaient produites, et on avait eu un appel d'une famille pour un suicide, un monsieur, un jeune à l'époque, qui s'était suicidé il y a 20 ans, et pour qui nous avons inventé un rituel pour la famille, parce qu'il n'y avait jamais eu de rituel. On n'a pas fait grand-chose, mais on les a accompagnés. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très difficile, quand on est un peu lambda, enfin vous êtes peut-être des gens importants, en tout cas moi pas, d'écrire pour la revue. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais mettre? Et je voudrais vous rassurer, les gens qui ont regardé l'article qui a été écrit ont été dans la bienveillance. Alors, c'est un mot un peu à la mode, mais quand même, ça reste important, hein, sans le bafouer. Et donc, soyez tranquilles, vous pouvez aussi être accompagnés. Faites des propositions. Enfin, je ne sais pas ce que... voilà. Osez prendre aussi la parole sur des articles, puisqu'on sait un peu à l'avance de quoi le thème sera... Enfin, quel sera le thème? Il dit c'est ça. Non, mais je vous traduis parce que là, le micro était un peu loin de lui. Quelque chose encore? Oui. Pour moi, je trouve que la formation au Jalmab, c'est la meilleure des thérapies. Ça nous permet d'avancer. Et franchement, j'ai découvert cette formation et être à Jalmab, vraiment, c'est un bien-être. Alors, merci beaucoup de dire « je », parce qu'effectivement, vous l'appelez thérapie. C'est vrai que nous ne sommes pas les formateurs ne sont pas des sachants au sens... nous ne devenons pas, nous, des sachants, mais chacun prend ce qu'il a à y prendre. Et voilà, c'est un mot, c'est un vocabulaire. D'autres le diraient peut-être autrement. Merci. Oui, Dominique. Oui, Dominique. Bon, moi, je suis Dominique.
Alors, à propos de la formation, moi, ce que j'ai déjà dit en atelier ce matin, je trouve que ce temps qu'il y a entre chaque module est nécessaire pour mûrir un peu ce qu'on va devenir en tant que bénévole. On ne peut pas faire une formation à la va-vite sans réfléchir. Donc, quand ça dure, c'est sûr, ça dure 6 mois, quelquefois 9 mois, mais il faut penser aussi qu'il y a les vacances souvent qui perturbent, quand je ne parle pas du Covid en plus, mais quand il y a les vacances, les grands-parents qui gardent leurs petits-enfants, on est obligé d'espacer. Mais quand même, je trouve que cet espace est nécessaire pour que nous réfléchissions à comment on va faire notre accompagnement et à quoi on s'engage. Voilà. Maintenant, pour la revue, nous, dans notre association, on abonne les bénévoles. C'est une façon de leur montrer à quel point c'est important. Je ne sais pas s'ils la lisent, ça c'est autre chose, mais on les abonne. Puis pour moi, personnellement, depuis qu'il n'y a presque plus de présentiel, j'ai un mal fou à lire la revue, parce que je prenais la revue dans le train. C'est le seul endroit où je reste 3-4 heures assise sans bouger, sans être dérangée. Donc, avoir aussi le présentiel, moi, la revue, j'ai beaucoup plus de mal de la lire maintenant. Voilà. Juste quelque chose, on en a eu une question un jour à quelqu'un qui s'était abonné et qui nous a demandé « Mais qu'est-ce que je fais des revues après, quand je les ai lues ?» Et alors, je ne sais pas, voilà, une petite lumière qui s'est allumée. Je me suis dit, et j'ai répondu, si vraiment vous ne savez pas quoi faire de cette revue, déposez-la dans une cabane à lire. Il y en a beaucoup maintenant en France. Il y en a qui laissent aussi dans les trains. Et ça redonne peut-être une deuxième vie et ça fait rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas touchées directement. Enfin, c'était une idée, en tout cas, pour quelques fois, oui. Moi, je les passe à la bibliothèque du village. Et quand très souvent on m'en parle, ça veut dire que je pense qu'il y a pas mal de gens qui tombent dessus et qui les prennent. Là-haut, il n'y avait pas une remarque. Je ne sais pas si le micro va jusqu'à si haut. On peut monter, hein. Non, je ne vois pas de main levée. Des coucous, mais pas des mains levées. Oui, Olivier. Est-ce que quelqu'un d'autre avait avant? C'est juste parce que là, il est 27, donc je voulais qu'on regarde un peu où nous allons. Olivier, ouais. Ah ben voilà, donc Olivier se propose de faire la conclusion de la matinée. Enfin, oui, c'est ça, je vois. Je n'ai pas été assez précis. Pas du tout de conclure la matinée, parce que la matinée, c'est du matériau de travail qu'on va retravailler cet après-midi et encore demain. C'est juste quelque chose qui profite du fait que grâce à vous, et merci, nous sommes en avance sur l'horaire. C'est remarquable, ça arrive très rarement. Donc, merci beaucoup, parce qu'on a partagé des choses utiles et on est en avance. Et du coup, ça me donne 2 minutes pour aborder quelque chose qui n'a pas de lien direct avec celui-là, avec ce qu'on a vu, qui est juste de vous faire une annonce avec un petit morceau de papier que vous pourrez prendre, un par association si vous voulez. Ils sont à l'étage là où Olivier Jolivet est avec un certain nombre de matériaux de publicité de la Fédération. C'est juste le rappel qu'il y a actuellement une étude en cours sur les bénévoles d'accompagnement, qui est une étude très sérieuse, qui a été amorcée par une femme qui s'appelle Caroline Varret, dans son nom bref et court. Vous avez déjà, dans les associations, été informés du fait qu'elle avait cette étude qui reprend, et elle a besoin, dans la période qui est vraiment maintenant, de bénévoles qui participent à la deuxième partie de l'étude sur laquelle elle avance. Je peux simplement vous dire que le travail qu'elle fait est extrêmement sérieux, que la Fédération lui apporte son soutien, d'autres associations d'accompagnement aussi, et que ce petit papier est là pour que vous en preniez un par association. Merci de prendre l'initiative de le faire. Il y a tous les détails pour pouvoir vous connecter avec cette étude. Pour des raisons tactiques, c'est maintenant qu'elle a besoin de plus de bénévoles, des associations d'accompagnement pour élargir la base de ce sur quoi son travail est construit. Voilà, c'est donc pas du tout la même chose. Peut-être que ça donnera naissance à un article dans la revue, mais ça sera le numéro 153, 154, le temps que les choses soient faites.
C'est très sérieux et nous pouvons réellement lui apporter un vrai soutien si vous êtes plusieurs à vous mobiliser. Elle a un nom franchement compliqué, je préfère le dire, comme ça vous aidera. Elle s'appelle Anne-Caroline, tout va bien, Uberschlag Varet, en raccourci, et sur son mail, c'est plutôt sous le nom de Varet. Et heureusement, elle a mis un lien sur le petite feuille de papier qui vous permet, par les miracles numériques, d'arriver directement sur son étude et son besoin. Voilà, merci, j'ai été long, mais nous lui rendons un vrai service et le travail qu'elle fait rend un vrai service à la visibilité des bénévoles dans la cité. Donc non, je ne sais pas, mais merci. Là, il est 30. N'oubliez pas que donc, nous allons passer au repas et que nous avons rendez-vous ici à 14h. Ah, bah, il y en a qui se 14h moins 5. Voilà, pour ne pas Nous avons rendez-vous grignoter à sur le temps.